Bonjour, vous allez être agréablement surpris par cet artiste complet qui nous emmène dans le Japon de l'ancien temps où la profondeur de l'âme et la violence, la sagesse et le désespoir se côtoient sur le fil du même sabre. Oliviero, bonjour. Bonjour. Avec un nom chantant comme le vôtre, quelles sont vos origines? Mes origines, c'est un peu compliqué. Je suis né en Belgique, dans le Limbourg belge, de parents italiens. Mais très tôt, je suis revenu en Italie, passé mon enfance en Italie. Et là, depuis 35 ans environ, je vis en France, dans le sud de la France, dans la région toulousaine. Donc Oliviero Vendraminetto. Oliviero Vendraminetto, comment ça se chante? Oui. C'est magnifique. Vu le beau temps que nous avons aujourd'hui, effectivement. On s'y croirait. Hein. Exactement. Ouais. Avec un nom chantant. Donc, quelles sont donc vos origines sont donc d'origine italienne Oui. D'accord. Vénitienne, voilà. Disons que j'aime bien me présenter comme un Vénitien franco-flamand. Voilà, puisque les trois cultures m'ont influencé, je les revendique. Voilà, c'est si on veut faire la différence entre les racines et l'héritage, je préfère le mot héritage, puisque dans un héritage, on choisit. D'accord. Voilà. Cela doit vous inspirer parmi votre répertoire et vos contes. Ben, c'est-à-dire que quand on est confronté à différentes civilisations, si on peut appeler ça comme ça, ou différentes cultures, forcément il y a un petit recul qui se fait. On pourrait presque paraphraser Montaigne, qui vous le dit, il faut toujours être prêt à accepter l'autre et la différence de l'autre. Oui. Et quel est votre type de répertoire? C'est plutôt du conte traditionnel, des récits de vie, des contes philosophiques, musique Alors j'ai un penchant, j'ai un faible pour le conte philosophique, mais je ne tiens pas à m'enfermer dans un registre particulier. Donc je m'amuse à glisser d'un registre à l'autre. Des fois, il m'arrive de garder le côté philosophique, mais en mettant une grande dose d'humour. Des fois, je m'amuse à l'adapter pour un jeune public. Puis j'aime aussi passer dans d'autres contes, du traditionnel, du coquin, du classique, voilà. Vous êtes donc auteur, compositeur et encore plein d'autres choses. Pouvez-vous développer? Oui, allez, on va essayer de développer. C'est-à-dire que voilà, mon parcours est un peu particulier parce que je suis un ancien manuel. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais devenu manuel par intellectualisme. Et je m'approchais de la cinquantaine et je me suis dit, Olivier, arrête de tricher avec toi-même. Et puis j'ai vraiment choisi cette voie-là. Et donc je me suis engagé dans le théâtre, dans le conte, dans la mise en scène. Et ça me plaît tellement, ça me nourrit tellement que vraiment... Qu'est-ce qui vous a donné l'envie au bonheur. départ? Oui, donc qu'est-ce qui vous a donné l'envie Un peu comme dans le contenu de mon spectacle d'aujourd'hui, ce sont des personnages qui vont à la recherche de leur âme. Oui. Et moi, il m'a semblé que voilà, j'étais parti pour rechercher moi-même, me retrouver au fait. On va parler de votre spectacle que vous présentez ici au Festival du Conte de Chigny. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre expérience en général? Alors, mon expérience en général, voilà, une première partie de ma vie, ça a été de naviguer entre la Belgique et l'Italie. Jusqu'au jour, vers mes 23-24 ans, je me suis installé en France. J'ai eu toutes sortes de métiers, j'ai pratiqué toutes sortes de métiers. J'étais soudeur de péniche en Belgique, par exemple. J'étais agriculteur en France. Qui a dû vous donner des idées. Charpentier, maçon, agriculteur. Mais tout ça, surtout, ça m'a permis d'être au contact avec des gens qui sont dans le travail, qui ont un certain code, sans parler de code d'honneur, mais un code de la vie, une certaine philosophie de vie. Et qu'on retrouve un peu chez toutes ces personnes qui gagnent leur pain en faisant des choses concrètes. Et voilà. Et après, petit à petit, je me suis intéressé au théâtre et même en m'approchant de la cinquantaine, j'ai décidé même de reprendre des études. Et j'ai voulu passer une licence en études théâtrales. Et puis voilà, depuis j'en fais vraiment ma vie. Et avez-vous une anecdote? Une anecdote de vie? Ah oui, oui. Beaucoup, j'imagine, vu votre parcours. J'en ai une qui est superbe, qui me trabuste la mémoire depuis... Voilà, je devais avoir 7 ou 8 ans. À l'époque, je vivais à Turin, une ville dans le nord de l'Italie. Je rentrais de l'école, c'était presque l'été, c'était une journée très, 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 très chaude.
Donc entre l'école et là où j'habitais, il y avait quoi? Il y avait 1,5 km, 2 km à faire à pied. Et je vois sur un trottoir un type qui travaillait, travaux publics. Il était enfoncé dans un trou jusque là. La Mhm. pelle, la pioche, un Marcel, je ne me rappelle plus de son visage. Mais ce que je m'appelle, c'est qu'il m'a appelé, il me dit, gamin, viens. Il dit, oui, monsieur. Dis-moi, est-ce que tu pourrais m'amener une bouteille d'eau? Je crève de soif. Je dis, bah, oui, bien sûr, le temps de monter au 5e étage, là où j'habite, et puis je vous amène la bouteille d'eau. Je me dépêche, aller chercher cette grande bouteille d'eau, je lui amène la bouteille d'eau, et puis le type, il avale cette bouteille, et ça descend, et ça descend. Et puis il s'est rafraîchi. Et une fois qu'il a terminé, il commence à me réciter des trucs. Mais pendant 10 minutes, il m'a récité des... Qu'est-ce que c'est que ce mec? Qui est cet homme? D'où Pour me vient-il? Qui remercier de la est-il? bouteille d'eau, il m'a récité, alors que je suis sûr, il savait peut-être juste lire et écrire. Bon, ça s'arrête là, et puis quelques années plus tard, quand j'étais au collège, je me suis rendu compte que ce type-là m'avait offert des passages de la Divine Comédie de Dante pour me remercier Grand de la sage. bouteille d'eau. Mais il m'a fait Un peut-être le grand plus beau cadeau monsieur. de ma vie, c'est lui peut-être qui m'a donné cette envie d'aller chercher, d'aller voir ce qui se passe, de sentir les choses, d'aimer l'art, d'aimer la parole, Comme un grand sage. comme un grand sage. Ici au festival, vous nous avez présenté un spectacle qui s'appelle Sage et Passage. Alors, sage, Pouvez- passage avec un double jeu de mots, D'accord. puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, passage, il est écrit avec un deuxième S majuscule. Oui. Donc ça peut être les sages qui ne sont pas sages, ça peut être les pas qui sont sages, et ça peut être aussi tout simplement un passage qui est sage. Voilà. Donc là, dans ce récit, je me suis amusé à contextualiser certains contes traditionnels, contextualiser au Japon, qu'on pourrait mettre autour du 15e, 16e siècle. Les deux personnages qui sont là-dedans, ce sont un samouraï qui, qui semblerait-il aurait existé, et, Mhm. et un médecin, un savant. Et les deux personnages sont à un stade de leur vie où ils se posent des questions, il leur arrive des choses qui les poussent à aller chercher leur âme. Quel type de question? Alors la question, le samouraï, la question qui se pose, c'est... bon, je ne vais pas dévoiler tout le spectacle, mais il arrive un jour où, Non, effectivement, il fallait le voir. fidèle à son seigneur, fidèle à son code d'honneur, il a fait son travail de militaire, d'homme d'armes, et un jour, il en a vraiment jusqu'à là de tuer des gens, et- Mhm. et il a besoin de se retrouver, de savoir qui il est lui, donc il part à la recherche de son âme. Et l'autre personnage, c'est un savant, un médecin, qui s'est amusé à guérir un fou de sa folie, Mhm. mais qu'il a guéri malgré lui. Il a guéri par vanité. Et le fou, quand il a retrouvé la raison, puisqu'il était devenu fou à cause de sa misère, le jour où il a retrouvé sa raison, ben, il s'est pendu. Et donc le médecin a été condamné à l'exil. Et donc ces deux personnages se rencontrent, voilà, et jusqu'à arriver à un moment de leur vie où, en tant qu'auteur, je leur offre métaphoriquement l'éternité. Et, Ils oui, partent je dans vous une écoute. danse, voilà. Oui. Et quelle est la place du conte dans votre vie de tous les jours? Bah, la place du conte dans ma vie de tous les jours, elle est énorme, puisque là, depuis quelques années, je compte vraiment beaucoup et un peu partout. J'étais au Sénégal en avril, j'étais en Martinique l'année dernière. J'ai eu un immense bonheur d'être ici à Chigny maintenant. Est-ce que c'est la première fois que vous veniez à Chigny? J'étais venu en tant que spectateur il y a 2 ans. D'accord. Et que pensez-vous de l'ambiance du festival? Ah, c'est chaleureux, c'est adorable. C'est une très belle image de la Belgique. Voilà. Merci. Avez-vous d'autres choses à nous faire partager? Tout simplement laissez l'imaginaire vous captiver. Laissez l'imaginaire travailler en vous. Euh, L'imaginaire est une porte qui vous ouvre un horizon incommensurable. L'imaginaire, c'est quelque chose qui peut vous nourrir. Laissez vraiment vivre l'imaginaire. Soyez des enfants.
Et outre le conte, j'ai aussi pu voir que vous jouiez un instrument de musique. Enfin, j'ai cru entendre. Voilà, donc j'ai eu le bonheur de rencontrer un jour un maître de ce qu'on appelle au Japon la shakuhachi, qui est la flûte traditionnelle japonaise. Oui. Et ce maître m'a initié pendant 8 ans. J'ai pris des cours avec lui. J'ai appris à lire des partitions japonaises. Et vraiment, il m'a donné comment dire, cet amour pour cet instrument qui émet des sons que j'appellerais même plus de la musique. C'est une musique de l'âme, c'est quelque chose qui est très, très zen, quelque chose qui vous amène vers la profondeur. D'ailleurs, la plupart des morceaux qui sont écrits, ce sont des pièces sacrées, des pièces qu'on joue dans des occasions de méditation, ou de funérailles, ou de retrouvailles. Voilà. Et ce qui est vrai aussi, et ce qui a un peu un lien avec les personnages de mon spectacle, c'est qu'on a un a priori dans la tête, on s'imagine que les samouraïs, c'était harakiri, quoi. Bon, c'était très rare. Un samouraï, quand il arrivait en fin de carrière, souvent, il prenait une shakuhachi et il allait mendier. Il allait mendier avec sa flûte, avec un chapeau qui lui recouvrait le visage pour l'effacement de soi, et il finissait sa vie comme ça. Magnifique, il finit sa vie comme ça. Et vous, quels sont vos futurs projets ? Mes futurs projets, c'est de continuer compte. Je travaille aussi un peu dans le théâtre, la marionnette aussi un petit peu. Où peut-on vous voir prochainement ? Alors, à Aurillac, au festival de rue d'Aurillac, dans un spectacle de théâtre où je ne suis pas du tout conteur, où je suis comédien, où je joue le rôle d'un méchant flic qui passe ses prévenus à tabac. Oui. Parce qu'il en faut aussi, dans le rôle, je parle bien. Hein. Voilà. Et voilà. Et puis, je continuerai à travailler dans des écoles aussi, à présenter des spectacles, notamment avec ma marionnette à Castelnaudary, dans le sud de la France, à Montauban. Voilà. Eh bien, oui. J'ai eu peut-être le tort de ne pas m'équiper tout de suite d'une adresse internet, mais je peux peut-être vous la transmettre. Mais bien tout de sûr, suite. je vous écoute. Alors, si je peux aller la chercher dans mon sac. On va. Ou alors on va le mettre après. On la rajoutera, oui, on la rajoutera, après, voilà. On la mettra en sous-titre, Voilà. Comme ça on saura où vous retrouver. Voilà. En tout cas, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour votre écoute, merci pour votre interview et bonne continuation. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.